Merci, Monsieur le Président, professeur Kheloui, pour cette introduction. Oui, on va parler de l'une des affections les plus fréquentes, prévalentes dans notre pays, dans le monde, et qui est pourtant évitable. Évitable, pourquoi? Parce qu'elle est liée au tabagisme. Donc, pour peu qu'on ne fume pas, qu'on ne soit pas exposé d'une façon ou d'une autre à cette fumée du tabac, on peut éviter cette pathologie qui est pourvoyeuse de morbidité et de mortalité assez importante. Morbidité et mortalité assez importante parce que ça conduit, si le facteur responsable, c'est-à-dire le tabac, persiste, conduit inéluctablement vers l'insuffisance respiratoire obstructive. Donc vous voyez que c'est finalement acheter la maladie soi-même par son argent, parce que tout simplement on aurait pu éviter carrément tous ces problèmes si on ne fume pas. Bien sûr qu'il n'y a pas que le tabac, mais le tabac reste quand même la cause la plus importante. Alors c'est quoi exactement la BPCO? Je pense que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. C'est une maladie qui est fréquente, assez fréquente chez nous et dans le monde, et qui est évitable, je viens de le dire, et qui est caractérisée par des symptômes respiratoires qui sont persistants, avec une limitation du débit d'air, c'est-à-dire une limitation du volume d'air expiré, parce qu'il y a une obstruction bronchique. C'est pour cela qu'il y a insuffisance respiratoire si on continue à fumer. Et ces symptômes respiratoires sont plus courants, les plus courants plutôt, sont la dyspnée et l'expectoration. Et parfois, il y a d'autres symptômes, mais généralement, ce sont des symptômes qui sont dus à des complications. Je vous disais donc que le tabagisme reste la cause la plus fréquente, et il n'y a pas que cela, il y a également la biomasse et la pollution atmosphérique, notamment avec tous les moteurs diesel qui roulent sur nos routes. C'est pour cela qu'en Europe, aujourd'hui, non seulement ils luttent contre ce genre de moteur, mais en plus, ils abandonnent pratiquement tout ce qui est essence, et ils passent à l'automobile électrique. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a remarqué que la plus importante pollution aujourd'hui reste la pollution urbaine, automobile, à côté bien entendu des autres sources de pollution atmosphérique. Donc je disais qu'il y a l'exposition au tabac, mais il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec l'exposition extérieure, c'est les prédispositions dues à l'hôte, les anomalies génétiques, vous savez tous, vous connaissez tous, le déficit en alpha-1 antitrypsine qui entraîne par la suite vers l'emphysème. Il y a également les problèmes de, ils sont rares, c'est le vieillissement prématuré de l'appareil respiratoire, mais ça c'est un autre monde. Le problème également de cette bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est qu'elle est caractérisée par des poussées. Ce sont les exacerbations, c'est-à-dire les aggravations des symptômes, et donc parce qu'il y a quelque chose qui s'est surajouté à cette maladie qui a fait que les symptômes deviennent plus importants, plus invalidants, donc la dyspnée, l'expectoration et parfois des complications comme le pneumothorax par exemple. Et chez la plupart des patients, la BPCO est associée à des maladies chroniques, malheureusement, qui viennent un petit peu aggraver le fardeau de cette pathologie. Et on va voir par la suite quelles sont ces maladies qui s'associent et qui sont coexistantes avec la BPCO. Vous avez ici sur cette diapo l'évolution, la progression du VEMS. Si, je pense que certains d'entre vous se rappellent de la fameuse courbe de Fleischer que Fleischer a montrée en 1976. C'est pratiquement la même chose. Vous avez le VMS chez le sujet normal, c'est la première courbe, la TR1, et les autres, c'est les VMS, les deux dernières, c'est le VMS qu'on voit chez les sujets qui ont une BPCO. Et vous voyez que chez un sujet qui est normal, qui ne fume pas, qui n'est pas exposé ou qui n'est pas censé être exposé à ces toxiques, eh bien, son VEMS va physiologiquement, normalement, diminuer. À cela, si vous rajoutez en plus des facteurs comme le tabagisme, le rapide, le déclin, qui est déjà physiologique, devient plus important et plus rapide. C'est pour cela qu'il faut arrêter de fumer, parce qu'on a remarqué que plus tôt on arrête de fumer, plus tôt ce déclin se ralentit. Donc, il y a toujours intérêt à arrêter de fumer, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Alors, on estime à plus de 300 millions
la prévalence, le nombre de BPCO en 2010, on estimait ça en 2010, il y en a beaucoup plus maintenant parce que l'épidémie du tabagisme est en train d'augmenter également, même si on a remarqué certaines tranches d'âge qu'il y a une diminution de la prévalence du tabagisme. La prévalence globale de la BPCO est estimée par l'OMS à près de 12%, et on estime qu'il y a 3 millions de décès par an imputés ou imputables à la BPCO. Avec la prévalence croissante donc du tabagisme, je vous disais, on s'attend, parce que quelqu'un qui fume aujourd'hui, il va faire sa BPCO dans quelques années. Donc on s'attend, avec les jeunes qui fument aujourd'hui, on verra encore d'autres BPCO apparaître dans quelques années. Et on estime que d'ici 2030, il y aura plus de 4 millions de décès liés à la BPCO. Le décès lié à la BPCO n'est pas la première cause. La première cause de décès dans le monde, par pathologie chronique, c'est les pathologies cardiovasculaires. Et donc, vous rajoutez à cela le décès qui est dû au tabagisme, ça fait beaucoup. Donc, la bronchopneumopathie chronique chez nous, vous savez, le problème des études épidémiologiques, ce n'est pas toujours très sérieux, malheureusement. Et quand c'est sérieux, généralement, c'est ponctué dans des endroits. Ce n'est pas des études qui touchent tout le territoire. Mais on a, pour la BPCO, une étude qui a été faite à Alger, qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat en sciences médicales faite par le professeur Rachida Khlafi, et qui nous a montré que la BPCO en Algérie a une prévalence d'à peu près 5%, près de 5% de l'ensemble de la population. Et que la différence en fonction du sexe est significative, puisque c'est surtout les hommes qui sont concernés, ça c'est lié au tabagisme généralement. Mais bon, on verra avec le tabagisme féminin qui augmente également, ce qui va arriver dans quelques années s'il y a des études dans ce sens. Le tabagisme majore, selon cette étude, cette prévalence qui atteint 31,5% chez les fumeurs, donc ce sont pratiquement tous des fumeurs, et il y a quand même 14,6% chez les ex-fumeurs. Mais attention, il faut prendre cette étude avec les critères qui sont ceux qui ont été utilisés par le professeur Khallafi. 14, c'est beaucoup, mais ce n'est pas, si on extrapole cela sur le territoire national, c'est certainement pas ce chiffre-là. Les ex-fumeurs représentent quand même dans cette étude près de 2,5% dans la population du professeur Khallafi. Il faut savoir qu'en plus de tout cela, ça coûte de l'argent, et ça coûte de l'argent aux fumeurs, et ça coûte de l'argent aux contribuables, ça coûte de l'argent à la société également. La BPCO est associée à un fardeau économique important. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est les données de l'OMS et de l'initiative Gold. Et les exacerbations sont là pour encore aggraver ce fardeau. Et en Europe, on sait que le coût direct, eux ils chiffrent bien, ils calculent bien, ils comptent bien leurs sous, plus que nous d'ailleurs. Le coût direct des maladies respiratoires, toutes les maladies respiratoires, avoisine à peu près les 6% du budget total des soins de santé. Alors je vous laisse imaginer ce qui nous concerne, nous. La BPCO, elle, en Europe, représente 56% du coût de toutes les maladies respiratoires. Et aux États-Unis, c'est 32 milliards de dollars qui représentent le coût direct de la BPCO. Est-ce qu'ils fument plus que nous ou pas? Je ne sais pas vraiment. Nous aussi, on fume beaucoup, attention. Le coût indirect, c'est quoi? C'est les absentéismes professionnels, c'est tout ce qui est parallèle donc au coût direct. Généralement, c'est chiffré par l'absentéisme professionnel. Et aux États-Unis, c'est 20 milliards de dollars. Ça fait beaucoup, hein? Alors, quels sont les facteurs qui influencent la progression de la maladie? Là, c'est tous les facteurs génétiques, le sexe et l'âge, la croissance du poumon, le développement du poumon, et surtout l'exposition aux particules et le statut socio-économique. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes plus malade que les autres qui ne le sont pas. Les infections répétées, l'association d'une BPCO avec de l'asthme et les bronchites chroniques. Alors, c'est une pathologie qui est inflammatoire, qui va entraîner un remodelage des bronches. Et qu'est-ce qui va entraîner tout cela et qu'est-ce qui va aggraver tout cela? C'est dans certains cas le déséquilibre de la balance protéase-antiprotéase, ça se voit dans les déficits en alpha-1 antitrypsine qui sont responsables de l'emphysème panlobulaire. Et bien sûr, tout cela fait intervenir quoi? Fait intervenir les différentes cellules de l'inflammation et les médiateurs de l'inflammation. Ça entraîne, en fin de compte, en plus de l'obstruction bronchique, une fibrose péribronchiolaire et interstitielle qui va entraîner chez certains patients un syndrome particulier qui est le syndrome BPCO fibrose. Alors sur le plan mécanisme, il y a conséquence de tout cela, c'est la limitation du débit de piégeage de gaz. C'est-à-dire l'oxygène rentre
dans les bronches, dans les alvéoles, et pour sortir, comme il y a une obstruction, ça ne sort pas, une petite quantité sort, ça entraîne une inflation donc au niveau des poumons, ça entraîne donc une diminution sur le plan fonctionnel du VMS, ça entraîne également une anomalie des échanges gazeux, qui vont être bien vus sur les gaz du sang, et ça entraîne une hypersécrétion du mucus. Alors le diagnostic, comment on va le faire? Vous avez les symptômes cliniques, généralement c'est la toux chronique, et associé à la dyspnée. Et surtout, n'attendez pas la dyspnée, parce que quand il y a la dyspnée, c'est déjà un VMS qui est trop bas. Donc, chez les gens qui fument, à partir du moment où ils toussent, il faut commencer à explorer cela par une radiographie, mais surtout par une exploration fonctionnelle respiratoire. Et si vous avez à l'exploration fonctionnelle respiratoire un indice de Tifno, c'est-à-dire un VMS sur la capacité vitale qui est en deçà de 0,70, eh bien, ça veut dire qu'il y a une obstruction. Ça veut dire que la maladie est pratiquement très suspectée. Quand est-ce qu'on va confirmer cela? En faisant un test de réversibilité. Cette obstruction, si c'est une BPCO, elle est irréversible. Ça veut dire que vous faites inhaler votre malade de salbutamol, vous refaites votre exploration. Si vous n'avez pas un rehaussement du VMS de plus de 12% par rapport à la valeur initiale, ça veut dire que ce n'est pas réversible. Sinon, dans le cas contraire, c'est réversible. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Le diagnostic étant fait, il faudra prendre le malade dans sa globalité et ne pas s'occuper uniquement de ce problème respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir si le malade présente d'autres pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires, c'est ce qu'on appelle les comorbidités, le dysfonctionnement des muscles squelettiques qui sont une conséquence, malheureusement, de cette maladie. C'est pour cela qu'on appelle ça une maladie générale, à point de départ respiratoire. Ce n'est pas une maladie uniquement respiratoire. Elle est respiratoire, mais elle donne des conséquences systémiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflammation systémique. Ce n'est pas une inflammation uniquement respiratoire. Il faut rechercher également d'autres pathologies associées, notamment le syndrome métabolique, l'ostéoporose, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce n'est pas d'énumérer ces comorbidités, c'est que lorsque vous avez des facteurs de comorbidité associés, ça va encore aggraver le cas de ces patients. D'ailleurs, ça devient des BPCO encore plus sévères. Donc, en résumé de ce diagnostic, vous avez les symptômes, vous avez les facteurs de risque que vous avez recherchés et énumérés. Réunis ces deux éléments vous poussent à faire une exploration fonctionnelle. Faites une radiographie, parce que vous allez voir parfois l'emphysème. Vous pouvez faire une tomodensitométrie, mais ce n'est pas ça qui vous confirme le diagnostic d'une BPCO, c'est la pratique d'une exploration fonctionnelle respiratoire pour rechercher justement ce syndrome obstructif. Et si vous l'avez, vous faites un test de réversibilité. Si le test est positif, ça veut dire qu'il n'y a pas une réversibilité, que le VMS n'a pas été augmenté après l'inhalation de bronchodilatateurs, ça veut dire que c'est une BPCO. Alors, quand vous faites votre diagnostic, avant de faire le diagnostic, il faut savoir que ce que je viens de dire n'est pas tout le temps vrai. Il y a une dyspnée, certes, mais c'est une dyspnée qui est d'aggravation progressive et qui parfois tarde à venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'attendre. La toux, on vous dit que c'est une toux productive, mais ce n'est pas toujours vrai. Elle peut être parfois non productive. Et il faut savoir qu'il y a des infections qui viennent aggraver tout cela. Alors, finalement, les symptômes qui doivent attirer votre attention, c'est la dyspnée chronique progressivement augmentée, la toux et les expectorations qu'il faut retenir dans l'immédiat. Alors, est-ce que ces symptômes sont propres à la BPCO? Non. Ces symptômes ne sont certainement pas propres. Il y a plein de pathologies qui donnent ces symptômes. C'est pour ça que vous devez éliminer en même temps ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Ça peut être de l'asthme, ça peut être un cancer pulmonaire, ça peut être une tuberculose, ça peut être des dilatations de bronches, ça peut être des maladies extrathoraciques comme les rhinites allergiques, ça peut être un reflux. Mais vous savez très bien que tout ce que je viens de citer comme pathologie sont facile à diagnostiquer et vous avez les examens complémentaires qui vous permettent, je vous donne un exemple, l'asthme, la différence entre l'asthme et la BPCO, en gros, c'est votre test de réversibilité. Dans l'asthme, il est réversible. Si je prends par exemple le cancer, eh bien, vous avez des images radiologiques, soit à la radio pulmonaire, soit au scanner, et vous avez également l'exploration endoscopique que vous demandez au pneumologue. Alors, quand vous faites le diagnostic de votre BPCO, il faudra ensuite apprécier la gravité. Là, vous avez des questionnaires. Le plus utilisé, c'est le COPD Test Assessment, c'est-à-dire le COPD, c'est en anglais, donc... qu'est-ce que tu fais? Rappelle-moi. COPD. Oui, Assessment Test, c'est en anglais. L'évaluation, voilà, de la BPCO. Vous avez d'autres, mais... Ce qu'il faut utiliser en réalité, c'est le CAT. Le voilà. Donc, vous avez un certain nombre de questions qu'il faut poser au malade. Si c'est lire, c'est lui qui va répondre, bien sûr. Sinon, vous l'aidez.
Je vous donne la première question. Je ne tousse jamais. Si je ne tousse jamais, c'est 0. Si je tousse un petit peu, c'est 1. Et c'est ainsi pour tous les autres symptômes. Et vous faites votre total de score. Et plus le total est élevé, plus votre malade est très symptomatique. La dyspnée, vous avez plusieurs échelles pour l'apprécier, mais la plus recommandée, c'est celle-là, c'est le MMRC, c'est-à-dire le MRC modifié. Et vous avez 4 stades de dyspnée. Vous pouvez la consulter. Ça existe partout. Donc, bien sûr, ça va du 0 où le malade pratiquement n'est pas dyspnéique jusqu'au 4 où le malade est dyspnéique au moindre effort. S'il y a des exacerbations, c'est-à-dire de temps en temps le malade fait des poussées aiguës qui aggravent donc ces symptômes, vous devez apprécier leur gravité. Comment? C'est en fonction du médicament nécessaire pour réduire ces symptômes. Si vous avez besoin uniquement d'un bronchodilatateur de courte durée d'action pour améliorer, ça veut dire que c'est léger. Mais si vous avez besoin d'hospitaliser votre malade pour l'améliorer, ça veut dire que c'est très sévère, c'est très grave. Vous avez des classifications pour justement apprécier cette gravité. Il y en a plein, il y en avait 2. La première, l'ancienne, elle était basée sur le VEMS, mais on a, après plusieurs années d'utilisation, pas vraiment abandonné à 100%, mais ça ne suffit plus. On a remarqué qu'il faut utiliser d'autres éléments que le VEMS, comme c'est une maladie inflammatoire respiratoire, plutôt systémique à point de départ respiratoire. Donc il faut s'intéresser aux exacerbations, aux comorbidités, surtout aux symptômes. Vous avez donc en bas le COPD test et vous avez l'appréciation de la dyspnée en fonction, je ne peux pas rentrer dans tout ce détail, il faut la prendre à tête reposée, mais en fonction de la présence ou non des exacerbations, si vous avez plusieurs exacerbations par exemple, vous êtes dans le stade C ou D, et si vous êtes plus de 2 exacerbations par an avec un MMRC à 1, vous êtes dans le C, et ainsi de suite. Pourquoi utiliser cette classification plutôt que celle basée uniquement sur le VMS? Vous avez un exemple ici. Si vous avez 2 patients qui ont le même VMS inférieur à 30 et que les 2 ont un COPD test scoré à 18, vous allez les classer uniquement sur le VMS au niveau du Gold 3. Mais si vous utilisez les exacerbations, eh ben, l'un vous fait par exemple aucune exacerbation, l'autre en fait 3, il est clair que le premier, vous allez classer dans un stade inférieur par rapport au second. Donc le second, c'est un stade B, alors que le premier, c'est un stade D. Mais là, il faut avoir la tête pour justement s'occuper de tout cela. Là, vous avez les diagnostics différentiels, j'en ai déjà abordé cette question. Maintenant, comment traiter tout cela? Eh bien, la première chose, c'est arrêter le facteur qui a tout déclenché, tout cela, c'est le tabac. Il faut arrêter le tabac, quel que soit le stade de sévérité, parce que plus tôt vous arrêtez, plus tôt vous améliorez la situation de votre malade. Mais associé à cela, vous avez d'autres moyens de prévention, notamment la vaccination contre la grippe saisonnière, la vaccination également contre le pneumocoque, et dans certaines situations, contre l'hémophilie, on ne l'a pas ici, mais c'est bon de le faire. Mais en plus de tout cela, il faudra prévenir les exacerbations. Il faut que le malade sache utiliser ses médicaments. Si vous avez donné des inhalateurs, il faut qu'il sache les utiliser. Donc la technique d'inhalation doit être évaluée de façon régulière, en plus des vaccinations, et en plus de le réentraînement. Le malade, quand il a une BPCO, il a du mal à faire des efforts, du mal à marcher. Donc le malade, il faut l'inciter à marcher, l'inciter à faire les efforts qu'il est en mesure de faire. Bien sûr, vous n'allez pas le forcer à le faire. Plus il peut marcher, ben, il faut qu'il continue à marcher. C'est à vous d'accompagner le malade. En vérité, il faut faire un programme de réentraînement, mais il suffit, en pratique de routine, de demander au malade de faire les efforts qu'il peut faire de façon quotidienne, surtout en marchant sur un terrain plat. Surtout pas essayer de monter les escaliers et de faire de monter les pentes. Chez les patients qui présentent une BPCO stable, une désaturation modérée au repos, on doit, ou induite à l'effort, un traitement par l'oxygène à long terme doit être prescrit. Mais là, il faut faire des gaz du sang. Si vous n'avez pas une hypoxémie chronique, ça ne sert à rien de mettre de l'oxygène. Donc il ne faut pas se presser, surtout chez ces malades, de mettre de l'oxygène de façon assez précoce. Alors, on donne également à ces malades des bronchodilatateurs de longue durée d'action, de courte durée d'action. Là, vous avez une liste de pratiquement tous les bronchodilatateurs longs et de longue et de courte durée d'action. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons par exemple de courte durée d'action le salbutamol spray, et les autres formes bien sûr.
vous avez également la terbutaline. Et les médicaments qui sont disponibles chez nous de la famille des bronchodilatateurs de longue durée d'action, c'est le formoterol qui est disponible, pas le salméterol, il n'y a que le formoterol. Mais surtout, nous avons les formes associées, c'est-à-dire corticoïdes inhalés avec les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Et il ne faut pas les donner de façon anarchique. Il y a des recommandations, c'est en fonction du stade de la maladie. Alors, quelle est la stratégie de ce traitement? D'abord, cette stratégie de gestion est basée sur la classification ABCD que je viens de vous montrer, et basée également sur la recherche des facteurs de comorbidité qu'il faut prendre en charge, et sur la prévention. Mais une fois le diagnostic est fait, vous devez chercher à soulager les symptômes, à améliorer la tolérance à l'exercice, à améliorer l'état de santé du malade en général, donc améliorer son bien-être, sa qualité de vie. C'est l'objectif numéro 1 qu'il faut atteindre, c'est-à-dire réduire les symptômes. Et le deuxième objectif, c'est réduire les risques que le malade va encourir. Et ça, on va traiter les exacerbations pour cela et prévenir la progression de la maladie. Et là, on va donner donc les différents médicaments. Alors, si vous avez classé votre malade au groupe A, c'est les bronchodilatateurs de courte ou de longue durée d'action. S'il est au groupe B, on va donner soit les bronchodilatateurs de longue durée d'action ou bien les LAMA, c'est-à-dire rappelle-moi, les anticholinergiques de longue durée d'action. Si vous êtes au groupe C, c'est ces médicaments anticholinergiques de longue durée d'action qu'il faut donner. Si on est dans un groupe encore plus grave et plus sévère, c'est le D, on va donner soit les anticholinergiques de longue durée d'action seuls, soit associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action, soit les anti-inflammatoires stéroïdiens inhalés associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action. Vous avez remarqué que nous n'avons pas introduit, plutôt les recommandations GOLD n'ont pas introduit les corticoïdes inhalés partout. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les malades qui sont sous ce type de médicaments ont une tendance de faire des infections respiratoires, notamment des pneumonies. Mais bon, ça c'est des études, ça dépend des pays, ça dépend des études, comment elles sont faites également. En Algérie, moi j'ai remarqué rarement ce genre de complications. Alors, la réhabilitation, je vous en ai parlé. La vaccination, alors la vaccination antipneumococcique, il y a le pneumo 13 et le pneumo 23. Malheureusement, vous savez très bien qu'il y a toujours des difficultés de vacciner les malades par ces vaccins. Ça dépend de la disponibilité. La vaccination antigrippale, elle est recommandée à tous les stades. Et en conclusion, je peux vous dire que la prévalence de la BPCO augmente avec l'âge et le tabagisme, que les facteurs de risque sont directement liés à l'interaction entre la prédisposition génétique et l'exposition du tabac. Donc le tabac est toujours là. C'est lui qui pratiquement aggrave tout ce phénomène inflammatoire qui se fait au niveau des bronches. Et les stratégies thérapeutiques sont aujourd'hui, comme vous l'avez vu, bien définies. Il faut seulement connaître les complications, connaître les symptômes, connaître comment classer ces malades, connaître bien ces médicaments, et vous pouvez, même médecin généraliste, c'est pas il ne faut pas être spécialiste en pneumo pour s'occuper de la BPCO. Peut-être pour le diagnostiquer si vous ne savez pas faire les spirométries, si vous ne les avez pas. Mais une fois diagnostiqué, le suivi peut être assuré par tout médecin omnipraticien, à condition qu'il maîtrise bien entendu sa question. Et je vous remercie.